Cette semaine, dans le balado, on observe l'innommable, on soupçonne une collègue et on défend notre honneur. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut. Un autre épisode, une autre semaine sans enfants. Sans pour moi, je dirais. Oui, ben oui. Parce que la dernière fois, j'ai dit, c'est peut-être le dernier pour un petit bout. On est là, j'ai pas eu d'enfants. À moins que ça soit en ce moment. Alors, ouais, le countdown est officiellement débuté. Oui, absolument. Fait que, pour ceux qui n'ont pas eu le dernier épisode, je rappelle que j'attends un enfant, puis quand ça va arriver, on va prendre quelques semaines de pause du balado, puis après on va revenir. Fait que ça se peut qu'amener sans tambour ni trompette, il n'y ait pas d'épisode du vendredi. Effectivement. Donc, on est là aujourd'hui pour les sorties. Ça sera tout normal. 26 janvier. Oui, quand même. Semaine assez importante de gros films qui prennent l'affiche, d'autant plus avec les nouvelles de la semaine en termes de nominations pour les Oscars. Donc, voilà. Quelques représentants pour la catégorie cinéma étranger. Alors, veux-tu commencer en parlant des Oscars? Ben oui, on peut aller directement dans les fameuses nominations qui sont sorties en début de semaine. Pour, on va pas toutes les nommer, là, c'est lourdeau. Là. Mais le gala sera le 10 mars, donc il vous reste un mois et demi pour faire votre rattrapage. Et comme on mentionnera plus tard, là, il y a plein de films, là, de nominations de films étrangers qui prennent l'affiche. Je pense qu'il y en a que c'était la semaine dernière à Montréal, mais là, plus large cette semaine. Mais c'est Oppenheimer qui a 13 nominations, qui domine largement. Ouais, c'est une bonne récolte. Ouais, mais là, on a déjà... les cérémonies de Guild sont pas encore non, lieu. Ça s'en vient dans les prochaines semaines. Mais à date, dans des Golden Globes puis des trucs internationaux, Cillian Murphy comme comédien, Downey Jr. en second, Nolan, meilleur film. On est dans beaucoup d'affaires comme ça. Je serais surpris qu'il y ait 0 victoire sur 13. Et ça inclut aussi toutes les nominations de costumes, de maquillage, de son, etc. Poor Things en a 11. Killers of the Flower Moon en a 10. Barbie en a 8 quand même. Maestro, le film de plateforme, en a 7. Et American Fiction, Anatomie d'une chute, Holdovers et Zones d'intérêt en ont 5 chacun. Et ben là, il y a deux peut-être grandes polémiques autour de ça, si on veut. C'est pour la France, c'est que Anatomie d'une chute réussit à se présenter se distinguer dans... Il y a meilleur film, meilleur scénario original, meilleure réalisatrice. C'est la seule femme en compétition cette année. Actrice. Meilleure actrice, oui. Montage, me semble de mémoire. Je pense que oui. Ouais, c'est ça. Fait que... il y a réalisateur... Ah non, excuse, là, soudainement, je mêlais Zone d'intérêt en même temps à cause de Sandra Hüller, mais oui, c'est ça. Fait que, mais pas meilleur film international, parce qu'on le rappelle, la France a soumis La Passion de Dodin Bouffant. Puis j'ai lu, là, il y a plein d'articles qui sont sortis là-dessus. À chaque année, c'est un comité différent qui soumet le film. Et là, ça avait fini 4-3 sur les 7 personnes. Donc, 4 étaient en faveur de Dodin et 3 pour Anatomie. Puis tout de suite après le vote, il y a quelqu'un qui voulait réviser son vote. Puis on dit comme non, là, sinon on n'en sortira jamais. Là. C'est comme vu que c'est serré, finalement, je changerais. Fait qu'ils ont gardé ça comme ça. Puis je comprends un peu pourquoi ils ont soumis Dodin. C'est un film de bouffe, c'est très français à sa façon. C'est aussi un cinéaste reconnu à l'international. Ouais. Il y a des raisons derrière. Mais là, considérant que l'autre avait une palme d'or puis tout, on aurait pensé que c'est une bonne idée d'y aller, mais tu vois, il y a quelques années, Titane a gagné la Palme d'Or. C'est un film français, ils l'ont soumis, puis ça a même pas fait la courte liste. C'était trop polarisant comme film. Fait que, tu sais, c'est pas moi, je pensais, t'as une Palme d'Or, c'est sûr que peu importe le pays, c'est ce film-là que tu soumets. C'est comme, pas nécessairement, c'est pas le même festival, tu sais pas comment ça va réagir. Mais cette fois-ci, ils se sont trompés. Vraiment, se sont gourés, vu tous les prix. Parce que, c'est ça. Gagné aussi, considérant que le film réussit à avoir 5 nominations hors de, tu sais, c'est un peu l'effet parasite, là, hors de la catégorie film étranger, c'est certain qu'il gagnait meilleur film étranger. À moins que toutes ces autres catégories-là, ce soit zone d'intérêt, par contre. C'est la seule truc qui aurait pu être serré, mais les 3 autres, ils éclipsaient là, haut la main, je pense. Oui, tout à fait. Là, je crois que là, on reviendra plus tard à nos prédictions là, au mois de mars, mais pas mal sûr que c'est Zone d'intérêt qui va remporter le meilleur film international. Oui, rendu là, la porte est absolument grande ouverte. Puis l'autre tollé, c'est Barbie, qui est un faux... débat. Moi, j'étais un faux débat. Là, c'est juste parce que Ryan Gosling a une nomination comme meilleur acteur de soutien, mais Margot Robbie n'en a pas comme meilleure actrice. Fait que là, les gens disent, là, si c'est un film de woke puis qui décrit la place des femmes, pourquoi il y a juste là? Puis je suis comme... Oui, mais ça, c'est pas le film qui a choisi ces nominations puis ces affaires-là. Puis à la limite, là, s'il décide que
sais que c'est ça qu'ils revendiquent, ben justement, ils accusent le même problème, puis c'est plus au niveau de l'Académie, c'est pas au niveau du film le problème. Mais ultimement, je pense que depuis le début, à mon sens, c'est un film très agréable, il y a des bonnes qualités, mais c'est pas nécessairement un film de performance. Puis c'est parce que Gosling ressort, c'est lui qui est plus comique dans le film, c'est lui qui a le plus de trucs grotesques, fait que c'est un peu ce qui tape à l'œil, fait que je pense que c'est pour ça qu'il lui le ramasse. C'est un peu rôle contre-emploi pour Gosling aussi. Là. C'est rare qu'on va dans ce truc-là, alors que Margot Robbie, elle a joué quand même souvent un peu la comédie, des trucs plus légers. Puis, non, moi aussi, je pense que les gens se sont offusqués pour rien. Je pense pas que Gosling va le gagner non plus. Moi non plus, non, je tout pas à que fait. ça se joue avec lui. Bref, je repasse un peu la balle au bon. Là. Juste à souligner aussi qu'il y a des Québécois qui sont en lice pour un prix pour le court-métrage de fiction avec Invincible, Vincent René Lortie et Samuel Caron. Alors, bravo à eux pour cet exploit-là. Ouais, j'ai essayé de trouver le film puis j'ai pas réussi. Pourtant, quelqu'un m'a dit il est sur YouTube, mais je sais pas, j'ai cherché 5-6 minutes puis j'ai pas trouvé nulle part, Vimeo, YouTube, quoi que ce soit. Je sais pas. C'est un court-métrage de 30 minutes quand même. C'est pas non plus un 7 minutes. Là. Mais je sais pas, il paraît que c'est bien bon, mais mystère. Bonne chance à eux. Ouais. Si tu permets, on va passer d'une cérémonie à l'autre. C'est également les Césars, donc l'équivalent des Oscars, mais du côté de la France, ils ont aussi publié la liste des nominations. Mais eux, c'est plutôt le gala, ça va être le 23 février. Moi, je trouve que les Césars, c'est intéressant, mais en même temps, c'est top consensuel. Là. Genre, c'est comme les mêmes films dans toutes les catégories. Là. Consensuel est probablement pas le bon mot. Bon adjectif, mais tu sais, il y a comme genre 8 films, puis ces 8 films-là sont dans toutes les catégories, à vie, ad vitam, tu sais. Le règne animal qui va prendre l'affiche ici le 9 février de mémoire, avec Romain Duris, entre autres, a 12 nominations. Anatomie d'une chute en a 11. Je verrai toujours vos visages en a 9. Procès Goldman, 8. Les Trois Mousquetaires qui sont toujours nommés comme le diptyque. À chaque fois qu'ils sont nommés, ils ont traité comme les deux films ensemble. On a 6, dont le Québécois Nicolas Bolduc pour la direction photo. Cool. Puis tu sais, il y a des films français aussi que des fois vont jamais traverser ici. Là, parce que je regardais, il y a Chien de la casse, que je savais pas ce que c'était, avec Raphaël Quénard, entre autres. Puis j'ai regardé sur, en tout cas, Unifrance, d'où tu viens, puis d'où tu reviens. Puis il y a juste la Belgique qui a acheté le film. Tu sais, c'est comme ça se peut que le sujet soit pas assez exportable. Puis que, tu sais, l'an dernier, c'est La Nuit du 12 qui avait pas mal tout gagné, là, ou meilleur film, meilleur réal, meilleur espoir masculin, etc. Puis le film a été acquis là, quelques semaines avant. Je pense que c'est après les nominations que l'acquisition s'est faite. Le film a pris l'affiche, il a surfé sur le buzz de tout ça, mais ça, c'est ce qui arrive parfois. Chose cocasse, ils ont une catégorie, comme je disais, meilleur espoir masculin et féminin, ce que Marc-André Grondin avait déjà gagné à l'époque. Puis Quénard est dedans. Oui, c'est ça. Quénard est dedans pour son rôle de chien de la casse comme meilleur espoir. Puis il est aussi dans meilleur acteur normal, générique, pour Yannick. C'est vraiment absurde qu'il soit dans les deux en même temps. Puis avant, il n'y avait pas de limite sur espoir. Tu pouvais être nommé 6 fois, mettons. Là. Le record, c'est 4. Je me souviens plus qu'une personne l'ait faite. Il y en a quelques-uns qui ont été nommés 3 fois. Puis à cette heure, c'est 2 fois maximum. Mais personne ne l'a jamais gagné 2 fois. Mais tu peux être nommé 2 fois. Peut-être que si tu es à première nomination et tu le remportes, probablement qu'il te renomme plus, mais si tu ne remportes pas puis que tu as un autre rôle important, tu peux l'être à nouveau. C'est quand même une drôle de c'est très bizarre d'être ouais. en espoir et en pas espoir en même temps. Là. Il y a les 2 frères Kircher, dont Samuel qui va jouer dans Le règne animal, puis Paul Kircher qui est dans L'été dernier, ou peut-être je les ai mélangés. En tout cas, ces 2 frères-là, les 2 sont nommés pour meilleur espoir masculin. Quand même, c'est comique. C'est ça. Et dans meilleure actrice rôle de soutien, il y a 5 nominations, mais il y en a 4 qui viennent de Je verrai toujours vos visages. Ah bon. Quand je dis que c'est pas super diversifié, mais tu sais, faut croire que c'est un film d'actrice. Ben, c'est ça. Puis c'est surtout un film qui a énormément de personnages. Fait que, tu sais ça, je trouve que c'est un peu... Ça nous montre c'est quoi les meilleurs films, les films qui sont le plus distingués. Mais tu sais, la France produit genre 150-200 films par année, puis au final, il y en a 9 qui sont dans toutes les mêmes catégories. Là, mais est-ce que c'est juste propre à cette année? Non, c'est souvent ça. Là, ils ont souvent tout le temps des films de 12-13 nominations, mais les Oscars aussi, mais je sais pas. Peut-être que c'est le même principe.
écoute, peut-être que la différence, c'est parce que eux, dans meilleur film, il y a juste 5 nommés. Fait que c'est vraiment les mêmes. Alors qu'aux Oscars, depuis qu'ils l'ont ouvert à 10, ça fait pas si longtemps que ça, ben ça permet d'avoir des films qui sont juste là-dedans, où ils ont meilleur scénario puis meilleur film, mais rien d'autre. Ouais. Ça permet, il y a cette année, mettons, Past Lives, là. Ça, je pense. Meilleur film, meilleur scénario, c'est les 2 seules nominations, mais sinon, on dirait qu'il disparaît. Mais il y a peu de chances de gagner meilleur film quand même, considérant tout ça. Là. Mais je sais pas, c'est peut-être juste mon œil. J'ai pas analysé. En fait, au Québec, c'était pareil. Il y avait Viking dans toutes les catégories, puis Le Plongeur aussi en avait, puis Et pour terminer avec les Césars, ben quand même, faut souligner la nomination aussi de Simple comme Sylvain de Mona Chokri en catégorie cinéma international, mais pas vrai, elle va se battre contre Oppenheimer et Christopher Nolan. Donc, Christopher Nolan, ils ont déjà annoncé qu'il y aurait le prix, un César d'honneur. Ouais. Fait que, mais ouais, c'est ça. Bonne chance. Là. Je pense que dans ce cas-là, la nomination est la victoire, là, plus que... Tout à fait. Mais en tout cas, elle semble vivre vraiment une histoire d'amour avec l'Académie ou les critiques français. Mais... Bon, veux-tu aller dans d'autres nouvelles que tu as peut-être pour nous? Ben, je voulais juste souligner quand même le décès d'un réalisateur qui était peut-être un peu tombé dans l'oubli, mais à une certaine époque était quand même une figure marquante du cinéma hollywoodien. D'autant plus qu'il est canadien d'origine, Norman Jewison, qui a réalisé entre autres In the Heat of the Night, qui est un classique, un drame policier avec Sidney Poitier, qui avait gagné l'Oscar du meilleur film en 1968, donc quand même, qui avait fait ensuite, dans les années 70, Fiddler on the Roof, comédie musicale. C'est des titres qui me disent quelque chose, mais je les ai... Ouais, tu verrais les images, tu diras, oui, c'est ça. Puis, qui avait permis à Cher de remporter son premier Oscar avec Moonstruck, une comédie romantique avec Nicolas Cage, entre autres, en 1987, qui demeure, je pense, les 3 films les plus populaires. Puis, il était comme retraité depuis 2003, là, quand même, son dernier long remonte à une vingtaine d'années. Mort de sa belle mort. Là, ben, décédé à 97 ans, là, quand même. J'ai pas vu les causes, mais c'est peut-être juste naturel à ce moment-là. Mais quand même, ça a été un des premiers Canadiens là, à faire sa marque chez nos voisins américains. Oui, tout à fait. Et puis, sinon, une nouvelle qui devrait peut-être te plaire, je pense. Ben, c'est qui est drôle. Juste avant l'enregistrement, tu me dis ça, j'ai quelque chose qui peut te plaire. Puis là, je dis, c'est-tu Jurassic World? Puis là, t'as fait, c'est dans le... Dès que t'as dit ça, j'ai guessé. J'étais comme, c'est-tu des dinosaures? Mais c'est quoi la nouvelle? On annonce un nouveau film dans la série de Jurassic Park, Jurassic World. Évidemment, on n'en sait pas trop, mais c'est David Koepp qui avait scénarisé les 2 premiers d'origine, donc réalisé par Spielberg qui écrit cette nouvelle histoire-là, ce nouveau scénario. Donc, j'imagine, au fur et à mesure que ça va progresser, on va avoir un peu plus d'informations. C'est ça. Puis là, je veux dire, on a eu un genre de trilogie au départ, là. Les 2 Spielberg, mais les personnages revenaient, puis pas trop, là. Le 3e avec Sam Neill était plus mince, mettons. Puis on a fait la même chose la dernière trilogie. Là, on s'est concentré beaucoup sur les mêmes personnages, puis on a voulu ramener les anciens bonhommes dans le dernier. Puis là, je pense qu'il faut qu'ils repartent ailleurs. Ils sont pas obligés d'aller sur une trilogie, mais amenez-nous des nouveaux comédiens, comédiennes, une nouvelle raison, un nouveau quelque chose. Ils peuvent retourner encore sur l'île s'ils veulent, j'ai pas de problème avec ça, mais là, chez nous, le Chris Pratt puis ces affaires-là, là, on est comme épuisé de tout ça. Là. J'ai l'impression que probablement on va aller ailleurs. Je sais pas si non plus Chris Pratt ou Bryce Dallas Howard auront le goût nécessairement de revenir aussi. Là. Ça fait quand même... quand tu mets ça sur... ta vie, c'est comme 10 ans de consacrer à des films donc de dinosaures, puis ça doit être pas hyper satisfaisant non plus comme comédien, je pense, travailler là-dessus. Là. Je pense que quand tu le fais une fois, c'est cool, c'est le fun, mais quand tu es pris contractuellement d'en faire 2, 3, 4, c'est une autre chose. Puis là, tu n'as plus de droit de regard de scénario. Là, effectivement. C'est cette affaire-là. Et ils doivent le savoir nécessairement quand ils lisent le scénario aussi, que ça risque d'être pas très bon. Fait que bref, ça va être à suivre, mais on parle quand même d'une sortie pour 2025, donc l'écriture sera assez avancée. Mais sûrement été 2025, là, mais quand même,
Donc, peut-être c'est un dans tournage, 15 mois, mettons, ouais, là, c'est ça, 16 mois. Peut-être là. un tournage à l'été, début d'automne. On va mettre du temps supplémentaire, ces effets numériques et tout. Là. J'ai de Ouais. la misère à croire ça. Donc, Frank Marshall revient comme producteur. Il avait produit tous les films en compagnie de Spielberg, qui, depuis le troisième, justement, je sais plus comme producteur exécutif, mais il est toujours consultant sur la franchise. Alors, à suivre pour les amoureux de dinosaures. Est-ce que ça va être Jurassic in Space, Jurassic Space, Jurassic... Aïe, aïe. Ouais, c'est ça. Sur la Là, il y a Lune, on c'est pourrait ça, il y a ouvrir. trop de risques de faire le parc sur Terre, on va le faire sur la La Lune. Lune, ouais. Mais mais il y avait eu un film de sci-fi, Iron Sky, là, justement, avec des nazis sur une base lunaire, puis il y avait des dinosaures, il y a eu ça, là, des faux films de série B. L'exploitation un peu. Puis ou sinon, il faudrait qu'ils fassent quelque chose qui est comme dans l'univers Jurassic, mais pas le parc d'attractions puis les problèmes, mais genre le prequel où c'est la jeunesse Du professeur Ramen. Ouais, c'est ça, exact. Comment il a bâti son empire financier puis sa fascination. Un peu à la Wonka, là. Super inintéressant, mais je sais pas. Ou Dennis, là, lui qui est l'informaticien, tu sais. Plus le côté en arrière, là, c'est communication puis comment ça se fait. Je sais pas. Tu prends des persos comme ça. Là, dans le premier, là, le gardien, là, Paul, je sais pas quoi, qui est le gardien des Raptors, puis qui est comme faites attention, puis qui finit, lui qui dit petite futée, puis qui finit par se faire zapper. Là. C'est comment il se ramasse, là, son entretien d'embauche. Puis, mais c'est comme un spoiler, tu le sais pas, puis à la fin du film, tu comprends que l'emploi qu'il vient d'avoir, c'est s'occuper des Raptors au parc Jurassique. Genre. Quelque chose qu'on pourrait faire, s'ouvrir les paris, à savoir si Sydney Sweeney sera du film. Parce que ça semble être la nouvelle coqueluche d'Hollywood. Je pense que tout le monde a su comme ouais, là, t'es dans Euphoria, puis je sais plus que l'autre série, White Lotus, puis des affaires comme ça. Fait que probablement qu'ils ont tout su, elle va participer à tel film. Je vais en mettre sur mon film, puis sur l'autre film, elle vient de participer à l'autre film. Fait que là, tout a chassé croisé. Puis là, Anyone But You, qui même regagne un certain succès. Ce qui est rare. Ouais. C'est rare qu'un film génère plus même un deuxième week-end puis se maintient comme ça. Donc, le bouche-à-oreille semble faire effet. Ben oui, puis tu sais, au-delà de la... Je sais pas, c'est pas l'image, là, mais au-delà de la qualité du film, c'est aussi le genre. Là, la comédie romantique, il y en a comme pas d'autres en ce moment, puis avant mi-février. Là, genre, mettons, Lisa Frankenstein, là, autour de la Saint-Valentin. Fait que... ceux qui n'ont pas eu le temps pendant les fêtes ou que c'était pas assez gros pour aller voir ce film-là, mais là, c'est encore un des attractions principales à l'écran. T'sais. Fait que là, bref, on vient d'avoir aujourd'hui une bande-annonce pour un film d'horreur qui est la nouvelle... si elle est la nouvelle coqueluche, ben c'est la thématique annuelle, c'est les films de religion, de religieuses. Fait qu'on en avait eu un cet automne. On a eu la bande-annonce pour... The First Omen, un prequel à ça qui va être plus autour de Pâques, début avril. Puis le 22 mars, donc un peu avant, Immaculée, qui est une religieuse qui devient enceinte sans avoir de relations sexuelles, puis qu'on se demande tout... Est-ce que c'est un bon ou c'est un méchant bébé? C'est ça, effectivement. Mais non, honnêtement, la bande-annonce, j'ai trouvé assez efficace. Ça vient quand même d'un petit studio plus indépendant, Neon Pictures, qui font quand même des trucs intéressants. Ouais. Fait que moi, ça pourrait être une belle surprise, honnêtement. Là, quand j'ai vu juste ça rapidement passer, je disais, ouais. Mais c'est ça, être effectivement, le pitch a l'air bien ordinaire, mais la bande-annonce a l'air de témoigner de quelque chose d'intéressant, pas trop cheapette. Non, vraiment pas. Il y a ça. Puis juste avant d'enregistrer, Monkey Man, qui semble être un genre de projet pas égocentrique. Vaniteux un peu. Dave Patel, qui lui, à l'époque, c'était Slumdog Millionnaire et Lion par la suite, Lion. Mais là, il s'est dit, j'aimerais ça faire de l'action. Fait qu'il y a la vedette dans un film d'action un peu à la John Wick, mais c'est lui qui a proposé l'idée originale. Il a collaboré au scénario avec 2 autres scénaristes et il réalise le film. Fait que, je sais pas, comme dire hors écran, il est-tu fâché que Marvel lui ait jamais proposé d'être un héros ou un méchant, puis il s'est dit, bon là, je fais pas juste des drames, moi, dans la vie, je fais ça. Puis audacieuse bande-annonce de genre 3 minutes 20. Oui, quand même. C'est la recette Fast and Furious, d'habitude, de mettre des bandes-annonces extrêmement longues. Fait que je suis curieux de voir, mais vu que la bande-annonce est très longue, on dirait que ça nous donne l'impression que ça va durer 2h35 puis que c'est vraiment... je me l'ai fait John Wick. Il y a un côté très indien dans le film, mais
américano-indien, j'imagine, là, un peu. Ouais, ben esthétiquement, ça a l'air quand même intéressant, mais j'ai hâte de voir est-ce que les bons réalisateurs, on découvrira, mais c'est quand même produit par Jordan Peele aussi, là, fait que... Puis ça le sort aussi, lui aussi, de sa zone de confort, d'être soit très comédie ou horreur. Donc ça, c'est quand... 5 avril aussi, je pense, ouais. Puis ce que je me demandais, c'est ça, en discutant, là, c'est qu'il y a vraiment un engouement pour les films d'action. Là, on se souvient de RRR, qui est comme a fait sensation mondialement grâce à Netflix dans ce cas-là. Mais, pour le Bollywood, oui, tout à fait. Mais c'est ça, fait que on dirait que tu prends cette sauce-là, mais avec les épices américaines dessus. Fait que c'est pour ça que c'est comme un contexte indien là, de combattants et d'affaires, mais que tout le monde parle anglais, là, principalement dans le film. Fait que, bref, pour ça que je pense qu'il peut cibler une niche avec ça. C'est intéressant. C'est juste surprenant qu'il soit comme qu'il ait tous les chapeaux dans le film. C'est plus ça qui m'étonne. Mais bien curieux de voir ça. Je pense que ça va être... plus solide que Beekeeper, par exemple. Tu penses? Je pense. Allons-y donc avec les sorties de la semaine et je débute avec celui que j'attendais. Pour lequel tu avais de l'intérêt? Oui, tout à fait. Donc, tu es dans ma zone. Alors, la zone of interest de Jonathan Glazer. Oui, drôle de film. Production du Royaume-Uni. Mais qui se passe en Allemagne, un film qui se passe en Pologne, un film comme allemand qui met en vedette Sandra Hüller, qu'on voit dans Anatomie d'une chute, et aussi Christian Fredel, que moi j'avais vu à l'époque dans Le Ruban blanc de Michael Haneke. Haneke, exactement, c'est ça. Fait que c'est des comédiens très solides, très établis. Très drôle d'histoire. On va suivre, dans le fond, la vie familiale assez réglée au quart de tour de l'épouse d'un commandant du camp de concentration d'Auschwitz, dans le fond, et qui, littéralement, vivent juste à côté du camp, en Pologne, dans un beau petit jardin qu'ils ont aménagé, qui est séparé, qui est limité, littéralement, par le mur de l'espèce de prison du camp d'Auschwitz. Fait qu'on voit jamais de scène de guerre ou de maltraitance, quoi que ce soit. C'est plus, on voit leur espèce de quotidien où le mur t'empêche de voir, mais tu vois la fumée des cheminées, puis t'entends des cris des fois et tout. Mais eux, ils ont leurs 4-5 enfants, leurs bonnes, leurs serviteurs, puis ils travaillent pour ça. Sauf que ce qui arrive éventuellement, c'est que là, ils vivent leur vie rêvée, mais il va y avoir un transfert... d'emploi au sein des militaires, fait que ça va compromettre leur bonheur d'être là dans ce petit village-là. Puis c'est ça, c'est un drame, mais il y a quelque chose de profondément absurde et cynique dans le film, fait que t'as pas envie de rire, mais en rétrospective, t'es comme, ça a pas de bon sens. Tu sais, ça a pas de bon sens d'être comme cette espèce de bureaucratie de la guerre, là, dans le fond, de déshumanisation. Il y a une fameuse scène assez rapidement où comme il y a des industriels qui viennent y pitcher, genre achète notre four, il est plus performant, tu vas pouvoir brûler tes besoins, tu sais, 24 heures sur 24, mais tes besoins, c'est des personnes humaines, là, dans le fond. Là. Mais c'est un enjeu parce qu'il faut tellement qu'ils en brûlent que là, le fait de devoir brûler, attendre que ça refroidisse, nettoyer, repartir le feu, c'est de la perte. Fait que si t'as un foyer super géant, ben t'es moitié-moitié constamment en train de nettoyer. C'est ahurissant. Mais tu sais, il y a eu des films de Deuxième Guerre qui sont vraiment sur la guerre, la bataille. T'en as d'autres qui sont sur les camps, mais qu'est-ce qui se passe en dedans, le drame des survivants, le côté des... Mais là, c'est comme tu dis, dans la hiérarchie, la bureaucratie, tu le sens qu'il est un bon directeur de ce camp-là, mais tu le vois pas agir, tu le vois pas tuer du monde ou quoi que ce soit. C'est la vie familiale autour du camp. Fascinant. Vas-y, je pense. Ouais, faut peut-être souligner aussi que c'est, dans le fond, c'est la vie de Rodolphe Hess, qui était donc dirigeant d'Auschwitz, qui est responsable, en fait, pour avoir amené l'idée, ou en tout cas de développer les chambres à gaz. Donc, quand même, un personnage historique. Non, c'est un film qui... Écoute, moi, qui m'a jeté à terre. Vraiment, là, c'est même mieux à quoi je m'attendais. Il y a quelque chose d'ahurissant de voir... puis c'était ça aussi, là, tu sais, oui, t'as Hitler en haut qui donne les ordres, mais les gens exécutent en bas, mènent leur vie au quotidien comme si de rien n'était, puis... on dit que c'est ça qu'il faut que tu fasses, tu fais ça. Ça. C'est ça, tu sais, fait que personne questionne, personne
ose s'offusquer, traite ces gens-là comme vraiment de la vermine, comme des moins que rien. Donc, puis moi, je suis un amateur de films de Deuxième Guerre mondiale et tout ça, donc j'ai vraiment adoré la proposition. On n'avait jamais vu, en tout cas à ma connaissance, l'Holocauste traité de cette façon au cinéma. Et je trouve que c'est un excellent complément à Schindler's List où, dans le film de Spielberg, on nous montre vraiment la folie meurtrière, enragée d'Amon Goeth qui était à Cracovie, si ma mémoire est bonne. Alors que là, justement, on est dans la bureaucratie très froide, désincarnée de la gestion de stock et de gens. Mais surtout, ce qui m'a happé dans le film, c'est la réalisation de Jonathan Glazer, qui c'est quand même, je pense, c'est son 3e ou 4e film. Son 4e, mais il fait pas souvent des films. Ça fait 10 ans déjà. Ouais, Under the Skin avec Scarlett Johansson. Mais c'est une des plus puissante, percutante réalisation que j'ai vue dès le début, de la façon qu'il amène, qui nous plonge dans le récit. Et le fait de jamais ou très peu montrer le camp, mais toujours de la vue extérieure, comme tu l'as dit, toujours avec le pouvoir, en fait, le cinéma, un de ses pouvoirs, c'est le pouvoir de suggestion aussi. Et juste d'entendre ce qui se passe dans les camps, mais qu'on voit jamais, rend encore l'horreur encore plus singulière, alors que sont dans leur jardin, font leur petite vie, profitent de leur cours, des enfants. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est... Ah non, pour moi, c'est un bijou, un film incroyable. Allez voir, les comédiens sont très bons aussi. Puis d'ailleurs, c'est Christian Fredel avait proposé, lui, Sandra Hüller, au réalisateur, Jonathan Glazer, parce qu'ils avaient tourné dans un film il y a une dizaine d'années. Okay. Donc... Fait que je trouve ça chouette pour eux qu'ils puissent se revoir comme ça à l'écran. Puis, si jamais ça vous donne le goût de... Parce que je suis allé fouiller un peu, j'avais vu que c'était adapté d'un roman, d'ailleurs, en nomination aussi aux Oscars, mais finalement, le roman n'a rien vraiment à voir avec le film. Dans le roman, c'est vraiment une histoire fictive. On s'inspire de ce personnage-là, mais c'est une histoire complètement inventée où sa femme tombe en amour, en tout cas une liaison avec un officier allemand, puis lui, finalement, va découvrir la situation, va tenter de faire assassiner sa femme. Fait que, le film est vraiment autre chose. Fait que je comprends pas pourquoi on a gardé ce côté-là d'adaptation. Ouais, mais c'est comme parenthèse d'Oscar, tu sais, je pense que Barbie est en meilleur scénario adapté parce que dans le fond, les Barbie, c'est des poupées, donc mais, ça devient un scénario adapté. Mais même à l'écran, on marque, on s'en cache pas que c'est adaptation d'un roman, mais finalement, ça aurait pu être une histoire originale. Je pense que c'est un peu peut-être par politesse qu'il l'a gardé, parce que ce que j'avais lu, c'est que Glazer avait acheté les droits il y a 10 ans du roman avant même qu'il soit publié. Puis je pense que c'est en cours de route qu'il a finalement décidé de changer un petit peu son approche au récit, puis de vraiment mettre sur écran les vraies personnes et tout ça, là. Mais non, puis il y a un travail de fou derrière le film. Il y a vraiment des trucs intéressants en allant fouiller un peu. Fait que lui, dans le fond, il a travaillé 2 ans où il a fait des recherches avec le centre d'Auschwitz pour justement te fouiller sur tous ces gens-là, puis lire les témoignages des gens qui avaient travaillé pour les S et tout ça, donc pour que ça soit vraiment béton. Et puis, pour le tournage, il avait installé 10 caméras dans la maison, plus alentours, ouais, tout ça. Et il n'y avait pas vraiment de technicien. Fait que, on laissait aller les caméras. Fait que les comédiens avaient une grande liberté d'improviser, d'aller où ils voulaient. Puis finalement, il est allé faire son montage en fonction de ce qu'il filmait, parce que les caméras roulaient simultanément. Donc, quand même, une approche assez intéressante. Puis tout était fait en direction en lumière naturelle aussi. Fait que, ouais, c'est quand même assez intéressant. Puis l'ingénieur du son, lui, a travaillé pendant 1 an justement pour recréer tout ce qu'on entend et tout ça. Là. Fait qu'il y a un travail exceptionnel à ce niveau-là. Puis, c'est pour ça que c'est un genre de film, on revient toujours aux Oscars, puis dans les sorties, qu'on dit « Ah, Oppenheimer, le son, les bombes, les affaires », puis ou dans le son, je pense qu'il y a Mission Impossible, puis des trucs comme ça, mais c'est là qu'un film un peu plus indépendant comme ça vient surprendre, parce qu'il dit « Non, mais la finesse de création pour cette affaire-là est hallucinante. » Tout à fait. Vraiment. Plus que faire des trains qui explosent, mettons. Vraiment, vraiment. Ah non, ça, c'est vraiment une construction là, incroyable. Puis écoute, moi, je lui donnerais même le prix de la réalisation devant Christopher Nolan, là, même si je reconnais ce qu'il a accompli, mais
écoute, toute la recherche esthétique, c'est cadrage, c'est ça, parce que c'est fou, là. La force du film, oui, les acteurs sont solides, l'histoire est comme intéressante, mais c'est juste le contexte. Ouais. C'est ça qui... Tout est autour de cette vie de normalité, entre guillemets, C'est les contrastes. à 4 pieds du camp, puis c'est ça, exact. C'est tout ça. Pour ça que juste de mettre des caméras statiques, puis se promener d'un couloir à l'autre, la maison est assez grande et labyrinthique un peu, d'une certaine façon, avec des servantes un peu partout, puis juste de la grande cour tout aménagée, c'est suffisant pour dire, voyons, ça se peut pas. À chaque fois, ça n'a pas de bon sens. Réveillez-vous, là, tu sais. Donc, il y avait un grand buzz, puis honnêtement, moi, comment on dit, c'était à la hauteur de mes attentes. Le résultat était à la hauteur de mes attentes. Moi, je pense que c'est... je dirais pas dans le... C'est mon film préféré, mettons, si on le met dans le cadre qui est sorti en 2023, là, nous, on l'a un petit peu après. Mais c'est sûrement moi, lui, que je lui donnerais l'Oscar du meilleur film. Et je reconnais la qualité là, incroyable de ce film-là. Allez voir ça, ça vaut absolument la peine de le voir. Et surtout au grand écran, où ça prend toute sa dimension, là, cette terreur, cette angoisse-là. Je sais même pas comment il gagne sa vie, Glazer, dans le sens qu'il comme il fait un long métrage aux 8-10 ans. Moi, j'avais, là, il y a quoi, en 2003-4, là, j'étais au cégep, je me souviens d'avoir acheté les coffrets DVD de réalisateurs, puis c'était comme des courts-métrages, puis beaucoup des vidéoclips. Michel Gondry en avait un, puis une couple de... je me souviens, je pense que Alfonso Cuarón, puis tu sais, des réals qui sont devenus plus gros par la suite. Puis je n'avais un de Jonathan Glazer, puis c'était des clips tellement weird de Apex Twin, puis des affaires comme ça, là, épeurants, puis... Je l'attendais, puis j'ai comme, jamais de film. Puis Sexy Beast, c'est vraiment sur le tard que j'ai vu ça. Puis c'est comme à Under the Skin que j'ai plus allumé. J'ai dit, OK, oui, c'était ce gars-là que j'écoutais les clips qui me faisaient peur, même à 18 ans. Là. Ben, c'est ça, j'ai vu qu'il je sais pas, il est-tu associé à des séries télé? Il fait juste de la pub puis des affaires weird parce qu'il est juste super artiste puis il veut rien de conventionnel? J'ai l'impression qu'il a dû ramasser assez d'argent pour vivre confortablement parce que, effectivement, je suis allé voir un peu, puis dans les 10 dernières années, il n'y a pas fait grand-chose d'autre. Là, Il doit faire des campagnes de pub et des trucs comme ça. Ouais, mais même au niveau publicitaire, ce que j'ai vu, ce qui était recensé, c'était vraiment plus dans les années 2000. Fait que, soit qu'il y avait un peu de théâtre, j'ai vu qu'il faisait quand même du théâtre, un peu de la mise en scène, fait que c'est peut-être ça. Mais... Il a l'air très artiste, parce que même le film, tu sais, ça coûte super bien, mais il est... Par moment, il est aux limites là, des scènes de nuit filmées en night vision du monde qui cache la bouffe dans le camp là, pour aider les Juifs à survivre. Là, des Polonais qui sont comme de leur côté. Puis il y a des trucs comme ça. Le film commence là, avec le titre, puis là, t'as comme 2 minutes de noir. C'est complètement noir, puis c'est juste l'ambiance sonore, puis de la musique qui est inconfortable. Là, mettons, des choses. Exactement. Fait que, tu sais, c'est ça. Ça s'écoute super bien, puis ça dure comme 1h40. On n'arrête pas d'avoir des films super longs, mais il y a des petites affaires qui sont c'est pas une comédie romantique, c'est pas formaté blockbuster du tout. Là. Non, vraiment pas. Non, la réalisation est quand même très artistique, recherchée. Ouais, oui, tout à fait. Et en tout cas, moi, c'est vraiment venu me chercher, malgré cette froideur-là. C'est très clinique comme réalisation, mais ça fait écho justement aux propos. C'est ça. C'est ça, la réalisation des petites affaires, des petites touches très artistiques, comme je pourrais dire, mais le scénario, lui, s'écoute super bien. Là, dans ça, exact. Vraiment. Et vous remarquez qu'il y a un chien qu'on voit souvent aussi dans le film, le chien des S. C'est le vrai chien de Sandra Hüller. Alors, c'est pour ça qu'il suit littéralement partout son personnage. C'est ça. Donc, Zone of Interest, le film absolument à voir si vous aimez ce genre-là. Évidemment, là, on s'entend que c'est... Mais si vous êtes dans le mode rattrapage d'Oscar, meilleurs films internationaux, c'est comme, mettez-le dans votre liste. Là. Si vous voulez vivre une expérience sensorielle, c'est le film à voir. Puis d'autant plus que tout son importance avec tout ce qui se déroule aussi dans le monde, nécessairement. Oui. Cette communauté-là aussi, on sait, sans faire trop de politique, quand même au cœur de certaines controverses, mais en même temps aussi qui sont victimes de haine encore aujourd'hui. Fait que tu remets ça dans ce contexte-là, puis on peut comprendre aussi que ce peuple-là a vécu un traumatisme assez important. Là. Oui. C'est les Juifs, l'humanité aussi. Là, oui, non, tout à fait. Mais tu sais, quand
c'est quand même la première fois que tu avais un peuple qui est visé puis qu'on va vraiment vous exterminer. Ouais, c'était pas juste un pays. Là, non, c'est ça. Là, c'est... Fait que, on va vous chercher partout où vous êtes puis on vous amène pour... C'est fou. Je propose de... là, on était sur un film britannique qui traite de l'Allemagne pour aller sur un film allemand. Ben oui, voilà. Alors, j'avoue qu'il m'a un peu surpris, c'est-à-dire que on était dans les... Il avait fait la courte liste. Il y avait encore 10-12 films qui potentiellement allaient être les finalistes pour l'Oscar du meilleur film international. Mm-hmm. Et la salle des profs, que dans son nom anglais de Teachers Lounge, puis là, je vous épargne son nom allemand, finalement, il fait partie des 5 nommés finaux contre zone d'intérêt en même temps. Mais là, ça ne parle pas du tout de la Deuxième Guerre mondiale. Là. On est très contemporain. On est dans une école primaire, puis il y a une série de vols qui commence, là, de vols un peu d'argent, puis d'affaires comme ça entre les élèves. Puis il y a une institutrice, une prof, qui va mettre une espèce de stratagème, c'est-à-dire en filmant, en laissant comme quelqu'un volontairement la voler, mais sans savoir qui, puis filmer ça. Qui, pensant trouver la personne, va juste se mettre un peu le doigt dans l'engrenage, puis créer de plus en plus de problèmes, puis de la dispute entre les élèves, entre les profs, entre les parents, etc. Et en plus, c'est comme on comprend que c'est une nouvelle, elle, à cette école-là. T'sais. Elle a de l'expérience d'enseignement, un peu, mais là, une nouvelle à cette école-là, fait que, elle n'a pas encore beaucoup d'alliés avec elle, mettons. Fait qu'elle a, si je pourrais dire poliment, brasser de la marde. Ouais. Fait que moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, je pense que j'ai beaucoup plus apprécié le film que toi, là, de ce qu'on s'échangeait, mais c'est un scénario qui va, oui, mélanger une espèce d'allégorie sociale, parce qu'on dit souvent que l'école est comme un microcosme de la société. Mm-hmm. Fait qu'une espèce de rôle de classe, d'accusation à tort, d'avoir des preuves, c'est quoi nos droits, etc., de mal citer les gens, mais dans une forme qui quand même thriller, genre. Je peux pas dire... Le film n'est pas nécessairement un thriller comme un thriller policier, mais il y a une forme que... La musique, c'est ça, la prof est vraiment de genre tous les plans, est cadrée souvent de proches. C'est des espèces de... je trouve ça des fois bizarre de dire plan séquence parce que c'est pas si long que ça, mais mettons que les plans sont assez longs. Mm-hmm. On va la suivre dans un couloir qui court après des élèves, puis que t'es toujours, voyons, qu'est-ce qu'il va y avoir de l'autre? Tu sais, tu penses qu'il va arriver des choses plus incroyable que ce qui arrive réellement parce que le film est assez concret dans sa façon, mais la mise en scène le film devient assez haletant. Puis moi, ça fait plusieurs semaines que je l'ai écouté, mais il est comme 1h35. Il me semble qu'il est super court aussi. Là, fait que c'est ça. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que la performance est solide. J'aime ça, ce jeu d'accusation qu'à un moment donné, ça te fait douter de tes propres certitudes. Mon seul bémol, c'est la fin. Je trouve que la fin est un peu trop ouverte. Je ne rentrerai pas dans les détails. J'aurais aimé ça que certaines choses aient des conclusions plus évidentes, mais il y a... on est beaucoup comme c'est ça. Ça finit comme joyeux un peu. C'est comme ça qui est singulier par rapport au film. Fait que j'ai beaucoup de questions non répondues. Puis je pensais pas que ça allait être ce genre de film-là tout au long de l'écoute. T'sais. Mais je dirais pas c'est quoi, là. Je vais pas vous gâcher la surprise. Puis ça se peut que je sois le seul à avoir cette idée-là. Fait que toi, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est ça. Moi, je pense que je m'attendais peut-être à une autre histoire ou à quelque chose de différent. Ceci dit, je trouve la prémisse super intéressante. Je trouve ça le fun d'avoir un film qui se déroule que dans un milieu scolaire. La comédienne Léonie Bonnech était très bonne aussi. C'est pas sur l'intimidation, le film non plus. C'est souvent ça dans les films scolaires, là, je veux dire, là, de me faire battre à l'école. Puis, Non, là, c'est vraiment sur le personnel. Puis, tu sais, à quelque part, ça fait écho ou réflexion. Ça ramène aussi un peu le traumatisme du peuple allemand, là, parce qu'on peut faire le lien aussi avec la Deuxième Guerre mondiale où elle tente de faire le bien. Quelqu'un d'extérieur, c'est un jeune garçon racisé qui est accusé de vol. Mais est-ce qu'il l'a fait ou pas? Elle veut pas se porter à sa défense. Une espèce de l'ordre rétabli. Les gens qui veulent collaborer. Fait elle est entre l'arbre puis l'écorce souvent, entre la direction puis ses élèves. Puis là, mais là, vous avez pas le droit de faire ça. Ouais, mais il faut faire ça. Puis là, des fois, t'es comme... Peu importe le contexte de votre travail, votre vie personnelle, tu te dis, je veux qu'on fasse telle action, mais pas de cette façon-là. Tu veux le résultat, mais pas l'action. Fait que t'es un peu dans les deux. Oui, il faut agir, mais là, des fois, être en réunion, puis comme, cette question-là, on devrait pas la poser à l'élève. C'est trop bizarre, mais tu dis rien parce que tu veux pas briser ton lien d'autorité. Puis là, une fois que c'est fini, là, tu discutes. Pourquoi on a posé ces questions-là à un élève là, de 8 ans? Là, c'est un peu challengeant, puis des choses comme ça. Fait que, c'est ça. Le fait
on la suit dans toutes les étapes, tu sais, entre les élèves, entre les autres profs, puis vers la direction, puis vers les parents. Évidemment, il a amené une rencontre de parents. Fait que, tu sais, eux, ils ramènent les échos qui ont des enfants, puis de leur... Il y a ça aujourd'hui à cette heure-là. Oui, avant, oui. Mes parents, probablement, qui parlaient aux 3 autres parents de mes amis proches, mais pas les autres. Mais là, aujourd'hui, il y a des groupes privés, des groupes Messenger, puis des affaires de genre, tous les parents, on se parle, ils n'ont pas de bon sens, qu'est-ce qui se passe? Fait que t'es comme, OK, j'arrive, puis tout le monde est contre moi, là, qu'est-ce que je fais? Oui, puis ce qui est intéressant aussi dans le récit, c'est qu'évidemment, chaque bonne action qu'elle tente de faire, bien évidemment, elle va avoir des répercussions négatives sur l'ensemble. Mais non, c'est juste, moi, au final, comme je dirais, mon bémol, c'est que je dirais finalement que comme l'intrigue est assez banale en soi, je m'attendais peut-être à quelque chose d'un peu plus ou avec une meilleure chute, moi aussi, par rapport à la fin. Fait que tout le long, j'étais pas comme trop certain, tout ça, mais c'est quand même un film de grande qualité. C'est plus une question après, est-ce qu'on embarque ou pas, mais ça fait penser un peu dans le style des drames social français un peu, là, on a dans cet esprit-là. Mais au niveau de la technique de la réalisation, c'est quand même super intéressant. C'est ça, je pense que l'une des forces, c'est la performance, la mise en scène, la réalisation. Peut-être qu'à ce moment-là, si les deux, on est un peu déçus de la chute, c'est le scénario qui peut être un peu plus faible, mais la manière de justement raconter pas grand-chose, mais d'une manière quand même très enlevante et... anxiogène. C'est ça. Ben, je trouve que ça relève d'un main de maître. Puis, tu sais, pour tous les films qui étaient en nomination, qui étaient soumis, tu sais, pour que lui finisse là, je pense que ne serait-ce que ça vaut la peine de s'y attarder, mais ça vaut la peine pour... Ben, j'en parlerai, il y avait d'autres films... qui ont juste pas fait les nommés finaux, mais c'est souvent le meilleur film d'un pays pour cette année ou le plus intéressant d'un certain point de vue. Là, le meilleur est subjectif. Là. Bien sûr. Voilà pour la salle des profs. Je pense pas que ça va être à l'affiche super, super longtemps là, si le buzz n'est pas là dès le départ. Là. Je suis même pas de mon instinct de personne qui travaille dans les cinémas depuis longtemps. Je suis même pas certain qu'il va se rendre jusqu'aux Oscars nécessairement. Là. Ça dépend s'il crée de l'engouement parce que dans une période où Anatomie d'une chute est encore très fort, puis Zone 9 intérêt est beaucoup plus pas polarisant, mais alléchant. Là. Il attire beaucoup plus les foules et tout. Fait que celui-là, il est en dernier là, à Gamelle. Là. Fait que, bref. Tardez pas trop si vous intéresse. Sinon, allons du côté de France avec un film de duel, une affaire d'honneur de l'acteur qui passe derrière la caméra. En fait, ça fait plusieurs films qu'il réalise. Vincent Perez. Oui, avec une bonne brochette de comédiens. Roche Dizem, Doria Tillier, Guillaume Gallienne, Damien Bonnard et Vincent Perez. C'est peut-être pas tous des noms qui vous disent de quoi, mais c'est des faces vraiment établies en France. L'an dernier, on riait. Là, Roche Dizem était dans comme 3 films qui ont pris l'affiche au Québec, presque tous en même temps là, en 2023, là, mais il y avait là-dedans des films de 2022, juste le temps qui se ramasse ici. Là. On est en 1887 à Paris. On va suivre principalement le personnage de Zem, qui est un maître d'armes qui va se faire, disons, éventuellement, je sais pas comment parler de ce film-là sans trop spoiler les événements. Là, il va se ramasser dans une espèce de querelle puis d'enchaînement de duels avec quelqu'un pour régler des différends. Puis il va y avoir d'autres personnages aussi qui vont en croiser, régler leurs différends avec des duels. Fait que ça nous amène beaucoup ce concept-là, qui en fait était très simple. C'est comme, hey, on a un désaccord. Mettons, tu cruises un des premiers, c'est ça. Tu cruises ma blonde. Ma femme, mettons, ma fiancée, je suis pas d'accord, excuse-toi, non, je refuse de m'excuser, c'est toi qui es lettre. Là, tu fais parfait, je te provoque en duel, puis dans le fond, t'allais pas nécessairement mourir, là, mais à un moment donné, tu lèves le drapeau blanc, puis tu dis, OK, t'as gagné. Fait que, tu sais, si t'es plus fort que moi à ce combat d'épée, tu as donc raison. Puis les duels étaient permis seulement aux hommes. Fait que c'est comme la fin de cette époque-là. J'ai pas vu d'ailleurs le film Le Dernier Duel de Ridley Scott et tout, mais ça traitait un peu de ça aussi vers la fin. Là, on est moins... L'autre, c'était plus l'époque des guerres napoléoniennes. Ouais, c'est ça. Fait qu'ici, on est un petit peu plus civilisé d'une certaine manière. Puis on comprend aussi que c'est souvent par le sabre, mais que des fois, il y en a un duel de pistolet puis des choses comme ça. Là. Mais il faut dire qu'au cœur du récit, il y a une femme qui est Marie-Rose Astier, qui a réellement existé, qui, elle, justement... avait partie de la Ligue féministe d'escrime, des trucs comme ça, donc un club de femmes. Et là, évidemment, pour la part du film, la part fiction, elle va s'entraîner pour combattre un homme, donc faire un duel contre un homme. Alors que effectivement, ce n'est pas
ce n'était pas permis, mais elle combattait souvent des femmes, là, donc dans des duels d'escrime. Alors, ouais, il me semble ça fait un petit bout, là, je l'ai vu avant Noël, là, comme toi aussi, mais il me semble qu'il y a même... c'est pas-tu qu'elle porte des pantalons, puis là, le monde crie au scandale. Oui, c'était comme l'avènement du début du féminisme. Donc, elle portait un peu ce message-là. Évidemment, dans les journaux, on la calomniait beaucoup. Dans l'histoire, une affaire d'honneur, donc elle va se lier avec le personnage de Roche Dizem, qui est un maître d'armes. Donc, lui va la prendre sous son aile et l'entraîner. Donc, c'est quand même un film assez intéressant. Moi, j'ai trouvé la prémisse vraiment intéressante aussi. Oui, puis je veux dire, la mise en scène est super. Là. Oui. Il y a comme 4-5 duels dans le film qui sont tous liés d'une certaine manière. Le dernier duel là, du film, il est plus épique là, avec des à cheval, au sabre, à cheval, puis des affaires comme ça. Puis c'est vraiment un clash entre cette espèce de revirement vers une certaine modernité, vers je sais pas comment dire, une émancipation féministe, une égalité, là, plutôt plus homme-femme. Puis une espèce d'orgueil masculin de non, là, c'est les messieurs, surtout que c'est des vieux bonhommes militaires. Puis le personnage de Perez, c'est un rôle un peu dégueulasse, mais je le comprends d'avoir voulu se le donner parce qu'il a l'air super le fun à jouer, là, d'être un peu c'est pas un pur méchant là, qui bat les orphelins, mais c'est comme... laisse les messieurs parler. Là, c'est ça, oui. Il porte-étendard de la vieille façon de faire, du patriarcat, si on peut utiliser un mot à la mode. En même temps, c'est un contre-emploi pour Vincent Perez, qui à une certaine époque, c'était comme la belle gueule du cinéma français des années 90. Il a enchaîné coup sur coup des énormes succès. Cyrano de Bergerac, Indochine, Fanfan avec Sophie Marceau, La Reine Margot, le boss. Vraiment, il est dans mon angle mort, je sais pas trop. C'était vraiment big. Il avait même joué de la suite de The Crow. Le Corbeau, il avait remplacé Brandon Lee dans le deuxième film. Donc, il avait tenté une petite carrière à Hollywood. Donc, si vous aimez le cinéma français, historique, écoute, esthétiquement, c'est magnifique. La direction photo, elle est belle. La musique, la réalisation de Perez est vraiment efficace. Ben oui, puis comme tu dis, il y a un petit côté Napoléon dans le sens que c'est un film historique, mais c'est comme un film d'action en même temps. Là. C'est pas emmerdant. Là. Il y a beaucoup de films de ces époques-là que c'est plus des romances ou des drames à la cour en robe longue. Mais là, on est plus comme... Non, on s'en va à l'étable. Puis il y a du monde qui officie. Tu sais, les duels, c'est pas... on se bat dans une allée. Là. C'est comme il y a du monde, il y a des témoins. Tout est régi. Là. C'est légal, là, ces affaires-là. Ça rappelle, il y a ça dans le dernier John Wick, justement, là, parce qu'il ramène souvent des vieilles façons. Le duel au pistolet à la fin, t'as le droit à une balle chacun. Si vous êtes encore debout, vous prenez une balle. Tu sais. Et moi, je peux dire sur le film quelques fun facts, si tu veux bien. C'est Jean Dujardin qui avait donné l'idée à Vincent Perez de faire un film là-dessus. Ça a l'air que ça lui trottait dans la tête depuis plusieurs années de vouloir faire un film sur les duels. En fait, Perez avait... producteur? Non, c'est vraiment sur un tournage qui dit je te verrais faire un film là-dessus. Ça fait que ça lui a comme donné un goût. C'est là qu'il s'est mis à faire des recherches, puis il est tombé justement sur un livre qui s'appelle L'annuaire du duel de 1889. Alors quand même, et qui est tombé sur le personnage de Marie-Rose Astier justement, puis donc finalement développer l'histoire autour d'elle. Et puis ça, Vincent Perez mentionnait dans un entretien vu qu'il avait fait beaucoup de films de combat, d'épée, tout ça, donc il a côtoyé vraiment les meilleurs maîtres d'armes du monde et tout ça, là, de différentes nationalités. Fait que c'est vraiment un film qui voulait leur rendre hommage à cette profession-là et tout ça, donc qui estime beaucoup. Alors, d'ailleurs, il aurait travaillé, lui qui avait les chorégraphies des combats, c'est celui qui avait entraîné Vincent sur Cyrano de Bergerac à l'époque, en 90 quand même. Donc, fait que moi, c'est une belle surprise, honnêtement. J'avais comme pas tant d'attentes, mais je me suis pris au jeu. J'ai vraiment embarqué, puis j'ai trouvé ça intéressant comme film. Et également, je pensais que ce serait turbo quétaine. Je pensais que ce serait cheap, un peu comme affaire. Puis non, c'est ça, c'est super bien fait, ça s'écoute bien. C'est beau film de qualité. J'ai vraiment apprécié. Puis en plus, moi, je l'avais vu peut-être aussi, tu sais, juste en screener sur mon ordi et tout, là, mais je pense qu'au grand écran, il doit être encore plus agréable. Peut-être que j'y retournerai.
Mais peut-être que j'aurai pas le temps aussi. Mais bon, je vous encourage à le faire. Dans les autres sorties, je mentionnais, j'ai vu Les Colons, qui est Los Colonos, ou The Settlers dans son nom international, qui était la soumission du Chili pour l'Oscar du meilleur film international, mais qui n'avait pas fait la courte liste, donc qui n'est pas en nomination. C'est une sortie assez limitée, là. Je pense pas que vous allez trouver ça au Cinéplex, là. On est en 1901, puis on va suivre un peu la triste histoire qui a créé tranquillement la fondation du Chili, donc de tuer une espèce de génocide des Selknam, donc des Autochtones là, qui étaient là autour de la Terre de Feu au Chili. Fait qu'en 1901, c'est sur les ordres d'un éleveur espagnol de moutons. C'est un ex-officier anglais qui va se rendre avec un mercenaire texan, là, ben pecno, puis les deux se blairent pas du tout. Puis un métis chilien, c'est lui qu'on va suivre plus, là, à qui on s'associe plus, qui vont devoir nettoyer la Terre de Feu puis de sa population autochtone. Fait que c'est très barbare. C'est un film qui est divisé en 3 chapitres, en 2 temps, mettons. Là. Il y a comme les 2 premiers chapitres sont dans une continuité, puis le dernier, c'est un petit peu plus loin dans le futur, qu'on va peut-être avoir des répercussions à ce qu'on a fait. Fait que tu suis surtout dans les yeux du métis de voir les 2 espèces de blancs-becs là, colonisateurs qui viennent puis qui gonnent le monde. Là. Il y a un petit côté, ils dansent avec les loups là, de cette façon-là. Fait que, mais il est dans les codes du western beaucoup, justement parce qu'on est peut-être 1900, un Anglais, un Américain, là, les rednecks, puis tu vois, les 2, ils se remettent beaucoup en cause parce que c'est des Anglais contre des Américains, fait qu'ils s'aiment pas, puis ils vont croiser des drôles de monde sur leur route et tout. Mais même chose, là, c'est comme le hype, là, ces temps-ci. Là. C'est un film de 1h45 à peu près. On est dans des films plus courts, là. Moi, j'ai beaucoup apprécié là, ce cinéma international, de voir des histoires qu'on connaît pas, des rites. Je suis pas très grand connaisseur du Chili. Non, moi non plus. Mais... fait que c'est un film assez dur pour cette façon-là, là, voir un peu de viol, un petit peu de démembrement, un peu de tuer des innocents. Là. C'est pas joyeux, c'est pas jojo du tout, mais c'est ça qui est arrivé. Là. Fait que c'est une espèce de période sombre dans le cinéma en ce moment quand même. Fait que si vous y avez accès, moi je recommande Les Colons, qui est justement en version sous-titrée, mais il y a beaucoup de passe en anglais quand même, quand les deux, l'anglais et l'américain, se parlent en anglais, puis des fois, on va avoir de l'espagnol au travers. Bref, c'est ça. Les autres sorties, c'est comme super limité, puis je les ai pas vues, fait que on n'a rien à dire dessus. Ça conclut ce balado, qui est encore une fois peut-être le dernier épisode pour un petit bout. Puis, on s'est même pas parlé de ton excursion en France. T'étais à Unifrance, t'as canné quelques entrevues papier pour le magazine et ou le site web. Fait Écoute, oui, j'étais très choyé de vivre cette expérience-là. Donc, j'ai rencontré quelques réalisateurs, dont Vincent Perez, justement, qui nous a parlé d'une affaire d'honneur. Ben là, vas-tu nous écrire quelque chose pour le monciné.ca? Oui, tout à fait. Je pense que ça va être en ligne la semaine prochaine. Puis, il va y avoir également l'entretien avec Xavier Legrand, le réalisateur du film Le Successeur. Oui, on parlera la semaine prochaine. Que j'espère qu'on pourra parler la semaine prochaine et que si je suis encore là puis je suis au rendez-vous, on aura même un balado spécial avec, pas Xavier Legrand parce qu'il est en France, mais avec Marc-André Grondin et Yves Jacques. Fait que ça... c'est ça. Soit j'ai le plus grand rêve de ma vie puis j'ai mon enfant, ou j'ai le deuxième plus grand rêve de ma vie et je parle avec Marc-André Grondin. Fait que on verra qu'est-ce qui se passera la semaine prochaine. Mais t'as-tu pu aller voir des films dans des cinémas et tout? T'as-tu eu le temps j'aurais ou pas? pu, mais honnêtement, je veux dire, t'es à Paris. T'es pas allé voir Simple comme Sylvain? Non, ou Le Plongeur, là, aussi que j'ai vu qui était à l'affiche. Non, écoute, j'en ai profité, je suis allé me promener, mais c'est pas les occasions qui ont manqué. Il y a beaucoup de cinéma, mais ce qui est le fun aussi dans les plus vieux arrondissements, là, c'est que c'est des vieux cinémas. Des gens une salle? Ouais, une, 2, 3 salles, mais des petites salles, souvent en sous terre aussi. Là. Puis il y en a un qui c'était drôle parce que le cinéma, c'est comme les vieux cinémas qu'on voit dans les films de New York ou tout ça, tu sais, que t'as un guichetier à l'entrée du trottoir dehors, mais dans une petite boîte là, où il est tout seul, là, on va pas rentrer 2 là-dedans. Là, fait que c'était vraiment drôle. J'ai l'impression de retourner un peu dans une autre époque. Fait que c'était bien comique. Mais c'est qu'en Amérique du Nord, où on est beaucoup on a de l'espace là, en général, là, moins d'un gros centre-ville. Fait
tu fais une file d'attente à l'intérieur et tout, mais c'est tellement vieux. Donc, c'est des bâtiments qui sont là depuis toujours. Puis le prix au pied carré à Paris, fait que c'est comme, ben moi, je paierai pas pour faire ma file d'attente. Ça va être le trottoir public sera la file d'attente. Puis moi, j'ai mis une limitation maximale. Ces cinémas-là, les 3 que j'ai vus datent des années 30. Là, c'est ça, là. C'est une autre paire de manches. Okay. Ça a presque 100 ans d'existence. Là. Bien qu'à l'intérieur, c'est sûr que c'est plus... oui, c'est de la projection numérique. Rénové, là, oui, puis même les salles aussi, ils n'ont plus le look d'antan, mais la structure, le lieu, tout ça. Il y a du bubble tea quand même. Là, en dedans, écoute, ce qui est drôle, il y en a un cinéma qui n'a rien. Okay. Donc, lui, je parlais là, avec le vieux guichetier. Il n'y a pas de bouffe. Il n'y a pas... Aucune bouffe. OK. Fait que ça, je trouvais ça bien drôle. Je sais pas comment il est rentable, honnêtement. Ben, en fait, je pense qu'il est plus ou moins rentable. Puis on passe celui-là. Il est sur le cinéma érotique. Là, en fait, il passe beaucoup de films de répertoire. Il n'y a pas de nouveautés. Fait que ça va être des sorties qui datent peut-être d'1 an ou 2. Là. Okay. Mais tu sais, comme il a dit, en fait, le cinéma appartient quand même à quelqu'un qui je pense, c'est le PDG de Canal+, là, quelque chose de même. Donc, c'est un peu par mécénat qui avait acheté le cinéma pour le garder en vie. Donc, c'est ça. Fait que, je pense que ses arrives kiff-kiff, ils sont bien contents. Là, mais je lui demandais cette question-là. Il disait, d'une part, c'est vraiment pour l'entretien du cinéma. Comme ça, c'est bien moins compliqué d'enlever de la gomme en dessous des bancs. Et puis, il dit, de toute manière, si on amenait ça, je pense que notre public nous détesterait. Là, et je pense qu'il ne le veut pas aussi. Fait que ça m'a bien fait. C'est très puriste, là. Ouais, vraiment, là, tu sais. D'ailleurs, quand je lui ai dit, quoi, du popcorn, on voyait le dédain envers la chose, là, quand j'ai parlé au directeur du cinéma. Ouais, t'es vulgaire. Puis, voilà. Fait que bref, la semaine prochaine, on espère être au rendez-vous pour vous parler de Le Successeur, comme tu as mentionné, et Argyle aussi, qui est bien curieux de voir ça, de Matthew Vaughn, qui marque un peu le retour des blockbusters là, qui vont s'enfiler presque jusqu'en Noël prochain, en fait. Si tu me permets peut-être de faire un petit mot là-dessus, au cas où que la semaine prochaine, tu ne seras pas d'office, parce qu'on avait déjà parlé qu'il y a tout un mystère entourant le scénariste du film, parce que c'est tiré d'un roman d'une autrice, Ellie Conway, mais que personne ne connaît l'identité, ça n'a jamais été révélé. Et le roman avait été souvent... Ellie Conway, c'est le nom du personnage de Bryce Dallas effectivement, également. Okay. Donc c'est le personnage dans le film, qui est aussi le nom de plume de l'auteur ou l'autrice qui a écrit le roman. Finalement, le roman en anglais est paru il y a quelques semaines parce que c'était ça aussi, on se demandait, va-tu vraiment avoir un roman? Parce qu'il était souvent annoncé. Okay. C'est comme ça vient de roman, mais le roman n'était pas sorti encore. Effectivement. Okay. Puis là, il vient de sortir. La version française, d'ailleurs, arrive au mois de mars. Et là, dans la dernière semaine ou deux, j'ai vu ça passer. Il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient que c'était Taylor Swift, l'autrice. Ah ouais, mais c'est pas concrétisé. Écoute, il arrête des petits clous, mais Matthew Vaughn a comme ricané puis a dit non, ça m'a fait rire, c'est ma fille qui m'a parlé de ça, mais quand tu analyses ça un peu, écoute, ça serait quand même drôle, si c'est le cas. Ça serait de la pure folie. À ce moment-là, le film serait un solide hit. Là, on se souvient qu'Apple avait acheté les droits pour une somme astronomique là, du roman puis de l'univers. Tout ça, là, je pense pour 200 millions, quelque chose comme ça. Là. Fait qu'il y a quand même anguille sur roche. Il y a quelque chose qui se passe qu'on ne sait pas. Est-ce que ça va être annoncé un jour? On verra bien, mais bref, à surveiller. Je me souvenais même pas qu'on avait parlé du problème quand la bande-annonce est sortie. Mais j'étais comme le mystère derrière ce film-là. Je suis comme, OK. Moi, c'est plus le côté comédie d'action. Je suis bien curieux de voir. Je suis toujours enthousiaste, mais je suis souvent déçu là, de ces affaires-là. En plus, il y a comme genre 13 personnages et tout. Sauf que Vaughn le fait bien habituellement. Fait que j'ai bien hâte. Fait que, bref, à découvrir la semaine prochaine, le 2 février. Fait que d'ici là, écrivez-nous comme d'hab au balado au singulier à commercial-monciné.ca et on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné qui est encore disponible dans en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province et visitez le monciné.ca pour plus d'informations et pour lire les prochains textes de Patrick. Et sur ça, on vous souhaite bon popcorn, bon cinéma, puis si jamais vous soupçonnez quelqu'un de vol dans votre entourage, c'est peut-être pas une bonne idée de filmer.